Vous me croirez ou vous me croirez pas, mais à la Béroche, il n'y a pas seulement eu des grands héros comme le bon David dont je vais vous parler encore une fois aujourd'hui et dont vous vous souvenez peut-être. Je vous ai raconté la dernière fois ces aventures avec ce terrible spectre qu'on appelait le procureur rouge. Si vous n'avez pas encore entendu cette histoire, allez l'écouter. Il y avait aussi un sorcier terrible. Un sorcier terrible qui a régné sur la région et qu'on appelait le Grand Orpa. Il était la cause de bien des malheurs pour les habitants de la Béroche. À cette époque-là, le beurre disparaissait mystérieusement des barattes. Les pies des vaches étaient complètement secs et pour les paysans, toute la région, c'était la famine, c'était la pauvreté. Et certaines nuits, on entendait le grand Orpa qui se promenait sur les chemins en récitant cette formule qui est restée célèbre encore aujourd'hui. Oussi, ah oussi, oussi. Oussi, ah oussi, oussi. Il se promenait le long des sentiers entourés de murs de pierres sèches, avec un grand sac, et quand il récitait cette formule, les vipères, les vers et toutes les petites vermines qui vivent dans la nature venaient le rejoindre dans son grand sac. Alors le sorcier, il mettait le grand sac sur son épaule et il rentrait chez lui. Chez lui, auprès de sa femme, la Marion. La Marion qui vivait comme une paysanne, comme si de rien n'était. Les gens se doutaient qu'elle était un peu sorcière et personne ne savait que c'était l'épouse de ce terrible sorcier. Alors le sorcier, il versait le contenu du sac dans un grand chaudron et il faisait un jus abominable à base de vipères, à base de limaces, à base de sang d'êtres humains, de squelettes. Quelque chose qui sentait extrêmement mauvais et quand il avait terminé, ça lui donnait une mixture avec laquelle il pouvait fabriquer ses onguents magiques et ses parchemins. Parce que même si les gens vous le diront jamais, un sorcier aussi terrible, ça a quand même ses utilités. Et parfois, quand on est désespéré, on va le voir. Et son commerce d'onguents magiques, de parchemins enchantés, ça lui rapportait gros. Mais c'était pas sa plus grosse richesse. Son plus gros secret, il était ailleurs. Et c'est le bon David, dont je vous ai déjà parlé, qui a réussi à percer à jour ce secret qui faisait autant de mal dans toute la région. C'était une belle journée, le soleil faisait miroiter le lac de Neuchâtel, on voyait au loin se découper les tours des châteaux de Gorgier et de Vaumarcus. Le bon David, il est monté, là-haut, dans les champs, un peu sur la montagne, dans un petit village qu'on appelle Frezin, qui existe encore aujourd'hui. Vous pouvez aller le visiter si vous voulez, même si je ne suis pas persuadé qu'il y ait beaucoup de musées ni de ruines anciennes. Et il est allé frapper à la porte de la Marion. Parce que le bon David, il savait bien que s'il fallait résoudre la disette et les maléfices qui pesaient sur la région, c'était par là qu'il devait commencer. Il a frappé à la porte. Oh, la Marion, il me reste un gros bout de tissu. Je sais pas quoi en faire. Je pourrais vous fabriquer une belle paire de culottes bien solide qui vous tiendra des années. Je vous l'ai déjà dit, mais le bon David était causandier. Ça veut dire tailleur. Et à cette époque-là, les habits étaient tellement épais, tellement solides, que causandier, c'était pas un métier que n'importe qui pouvait faire dès l'enfance à la maison. Non, non, c'était un métier qui demandait des bras bien musclés, beaucoup de patience et surtout la capacité de se battre avec des tissus qui étaient quand même d'une résistance assez exceptionnelle. Ça tombait mal pour la Marion. C'était pas le bon moment, elle avait du mauvais pain sur la planche. Et d'un autre côté, refuser l'offre du bon David, ça aurait été particulièrement douteux. Ouais, elle a fait semblant d'hésiter. Et puis au bout d'un moment, elle a dit, bon, rentre, mais dépêche-toi de faire ton ouvrage. Le David,
J'ai pas toute la nuit, alors dépêche-toi de finir ça avant la tombée de la nuit. Et je te payerai ce que je te dois. D'autre bon causandier, il est rentré. Il s'est assis dans un coin de table. Il a sorti les chutes de tissu dont il avait parlé. Il a sorti ses ciseaux, ses dés, son fil. Et il a commencé à coudre pour la vieille Marion une solide paire de culottes. Et puis, petit à petit, le temps passant, coudre et coudre et coudre, surtout à cette époque. C'est long, c'est long. Et puis, on ne pouvait pas encore compter sur les machines à coudre. Ça n'avait pas encore été inventé. Petit à petit, il a commencé à baisser la tête et il s'est assoupi sur son ouvrage. Enfin, quand je dis assoupi, vous l'aurez sûrement deviné, il faisait semblant. La vieille Marion, quand elle a remarqué que le bon David avait décidé de faire un petit somme, elle s'est dépêchée de faire ses petites affaires. Elle a sorti un parchemin de sa cachette. C'était un parchemin, un vieux parchemin écrit avec du sang. Et ce parchemin, c'était le plus grand secret de tous les sorciers du canton. Elle l'a glissé sous le chaudron et la baratte à beurre, qui était vide. La Marion n'avait même pas de vache. Et petit à petit, le chaudron a commencé à se remplir de bon lait chaud. Justement, c'était l'heure de la traite. Et tous les paysans de la région étaient en train, vainement, d'essayer de tirer un peu de lait de leurs vaches. Et pour la baratte à beurre, elle se remplissait petit à petit d'un bon beurre, bien frais, bien gras. Quand elle avait fini de faire ça, elle est allée vers le bon David et dit « Oh paresseux, c'est comme ça que tu travailles? Je t'ai dit que j'avais pas toute la journée. Essaye de finir avant ce soir, sinon je te paye pas. » Le bon David, il a fait semblant de se réveiller en sursaut et s'est remis à coudre. Au bout d'un moment, il a fait semblant d'être embêté et puis il a appelé la sorcière. « Hé la Marion! Je suis vraiment désolé mais il me manque du fil. Je vais pas réussir à finir. Est-ce que tu pourrais vite passer au village pour m'acheter une bobine? Je te l'enlèverai du prix, y a pas de problème, mais je vais pas pouvoir finir sans fil. » Ah! Bon. Je suis pas sûr d'avoir le choix. Tiens-toi bien tranquille, mon David. Et touche pas à ce qui te regarde pas. Marion, elle est sortie. Et bon David, il s'est précipité sous le chaudron. Il a tiré le parchemin, puisqu'il avait bien vu que la Marion, elle avait mis ça là-dessous. Il a sorti le parchemin. Il a sorti le parchemin, et puis il a commencé à lire ce qui était écrit en grosses lettres rouge sang. Par vertu du grand Orpa. Mais là, la porte s'est rouverte. Il s'est précipité pour retourner à son ouvrage comme si de rien n'était, en glissant rapidement le parchemin dans son pantalon, et puis c'est tout. La Marion était déjà de retour. En fait, elle avait donné une pièce à un gamin pour qu'il fasse le travail à sa place. Elle n'avait pas confiance. Elle se doutait qu'il se passait quelque chose de louche avec le bon David. Le tailleur, il a continué comme si de rien n'était, à coudre. Et puis il a commencé à sentir quelque chose de chaud dans sa culotte. De plus en plus, comme une masse visqueuse et grasse. Ça commençait à dégouliner de partout, il s'est levé, et quand il s'est rendu compte de ce qui se passait, il s'est précipité hors de la maison en courant pour fuir. Il avait des fesses énormes, et il y avait du beurre qui lui coulait du pantalon. Son pantalon tout entier était rempli d'une gigantesque masse de beurre, et il n'arrêtait pas de se remplir et de se remplir, en se tenant les pantalons qui étaient comme une gigantesque sac rempli de gras. Et il a couru, et la Marion, elle s'est précipitée à la porte, elle a vu ça, et elle a crié « Au voleur! À moi! À
du canton se sont précipités sur leur palais, à travers des vents glacés, sous forme de loups et de vipères. Ils ont commencé à poursuivre le bon David. C'était toute une assemblée démoniaque qu'il avait aux trousses. Il a couru, il a couru pour rentrer à sa maison. Il a fini par arriver. Il a fermé la porte à double tour derrière lui et il a commencé tout de suite à entendre les diables et les sorciers gratter et maudire derrière la porte. L'épouse du bon David, qui était d'un naturel calme et posé, et qui surtout savait que son mari avait une fâcheuse tendance à se lancer dans des histoires passablement surnaturelles, l'a tranquillement aidé à se déshabiller. Il y avait du beurre partout, partout, partout. Elle l'a mis au chaud, et elle l'a aidé à renforcer les fenêtres, à clouer la porte. En ménagère avisée, elle a aussi gratté le beurre qui était sur les culottes de notre tailleur. Elle en a eu des quantités gigantesques. Et le bon David, quand il raconte cette histoire, il dit toujours que c'est le meilleur qu'on ait jamais mangé. La nuit a passé. C'était terrifiant. C'était terrifiant. Ils ont prié. Ils ont tenu bon. Et au petit matin, juste avant le lever du soleil, les vitres, les fenêtres, les portes ont explosé, les sorciers, les démons se sont précipités dans la maison. Mais quand là-bas, sur le plateau, de l'autre côté du lac de Neuchâtel, le ciel a tout d'un coup fait apparaître les premiers rayons de soleil, toute l'assemblée démoniaque s'est dispersée. Les démons et les sorciers, à cette époque-là en tout cas, ne vivaient pas pendant la journée. Depuis ce jour-là, le beurre a plus jamais disparu des barattes à la Béroche. Les vaches ont plus jamais eu les pitaries, en tout cas pas pour des raisons autres que leur petite santé habituelle. Et on a bien vite oublié toute cette période de disette et de famine. On a d'ailleurs aussi oublié le bon David. Il faut bien que je vous raconte cette histoire pour que quelqu'un se souvienne, à la Béroche, ce qu'on lui doit. Parce que, de son temps, les gens ont repris leur vie tranquille et puis, quand tout va bien, on n'a plus besoin de héros. Et le parchemin du bon David, me direz-vous, qu'est-ce qu'il est devenu? Eh bien, l'épouse de notre tailleur, en voulant voir ce qu'il y avait dessus, l'a approché un peu trop près de la chandelle et il a disparu d'un coup, réduit en cendres. Cette histoire, je ne sais pas si elle est vraie ou si elle n'est pas vraie. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est depuis cette époque que le lait, le beurre et le fromage de la Béroche sont absolument divins.